complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler d'une chose qui intrigue tout le monde. D'une chose que certaines personnes trouvent logique et d'autres non. Pas tout le monde a la chance de voir ça de ses propres yeux. Aujourd'hui je vais vous proposer 8 apparitions d'OVNI inexpliquées. Avant de commencer, je vous invite à partager cette vidéo et à lâcher un petit pouce bleu car ça me fait toujours plaisir. En tout cas j'espère que ça vous plaira, bonne vidéo. En numéro 1, on retrouve l'incident de Marshall County. L'accident est survenu le 27 août 1979 au shérif adjoint Val Johnson du poste de police de Marshall County. Johnson effectue une patrouille de routine sur la route nationale 5 à bord d'une Ford 1977 LTD de service. Vers 1h40 du matin, alors qu'il arrive aux abords de l'intersection avec la route nationale 220, le shérif aperçoit une forte lumière sur sa gauche derrière une ligne d'arbres. La lumière étant trop puissante pour être de simples phares de voiture, Val Johnson pense qu'il s'agit peut-être d'un avion canadien de contrebande de drogue posé dans un champ. Voulant s'assurer de ce qu'il se passe et sans aviser ses supérieurs de son initiative, il décide d'aller voir de plus près et tourne à gauche pour emprunter la route nationale 220. Aussitôt, la lumière fonce sur sa voiture et l'atteint en moins d'une seconde, alors que la ligne d'arbres était située à presque 2 km de l'intersection. Le témoin et son véhicule se retrouvent complètement englobés dans cette lumière puissante. Val Johnson entend son pare-brise craquer et sombre dans l'inconscience. À 2h19, il reprend conscience et ressent une douleur terrible aux yeux. Il arrive péniblement à demander de l'aide par radio. Aussitôt, l'agent Everett Doolittle est dépêché sur place. Quand il arrive, il découvre la voiture de Johnson à moitié basculée dans le fossé longeant la route. Un des phares de gauche était brisé, le pare-brise était fêlé de haut en bas et la voiture présentait 3 impacts. 2 des 3 antennes radio du véhicule sont tordues et le capot présente une bosse circulaire. Le shérif se plaint d'une forte douleur aux yeux et semble complètement désorienté et choqué. Val Johnson sera évacué en ambulance vers l'hôpital Warren peu après. 2. L'incident de Rendlesham. C'est le cas le plus célèbre d'observation d'un ovni présumé en Grande-Bretagne, comparable en importance à l'affaire de Roswell aux États-Unis. L'incident de Rendlesham se déroula dans le Suffolk, dans le sud-est de l'Angleterre, les nuits du 27 et 28 décembre 1980. Un détachement de militaires américains prétendit avoir observé aux alentours de la base aérienne de Woodbridge différents phénomènes inexpliqués. Le 27 décembre 1980, aux alentours de 3 heures du matin, les soldats en patrouille aperçurent des lumières inhabituelles dans les bois et demandèrent à leur hiérarchie l'autorisation de se rendre sur place. Les militaires ont rapporté avoir observé dans une clairière un objet à l'aspect métallique, de forme triangulaire, d'une longueur approximative de 2 à 3 mètres et d'une hauteur de 2 mètres. L'objet illuminait entièrement la forêt d'une vive lumière blanche, et d'après leur dire ils apercevaient une lumière rouge clignotante à son sommet, ainsi qu'une nuée de lumière bleue en dessous. Les militaires s'en approchèrent jusqu'à quelques mètres, l'inspectèrent sans trouver d'ouverture. Ils racontent avoir remarqué différents symboles apposés sur celui-ci. Puis l'engin s'éloigna vers les bois pour enfin disparaître dans le ciel à une vitesse vertigineuse. 3. L'affaire Cash Landrum. Le 29 décembre 1980, Betty Cash, Vicky Landrum et son petit-fils Kobe Landrum roulaient sur une petite route du Texas près de Dayton après un repas au restaurant. Il était 21h. C'est alors qu'ils aperçoivent un objet lumineux volant qui vint se poser sur la route, bloquant le passage. Cet ovni avait la forme d'un grand diamant brillant de plusieurs mètres de haut, émettant des flammes vers le bas par une sorte de tuyère. Vicky Landrum restera quelques minutes dehors, malgré l'intense chaleur dégagée par l'objet. Elle retourna finalement à la voiture mais se brûla la main à cause de la poignée métallique de la portière étant devenue très chaude. L'intérieur de la voiture était aussi très chaud malgré l'usage de la climatisation. Peu après, l'objet décolla, suivi d'après les témoins d'une vingtaine d'hélicoptères noirs CH-47 Chinook. Les 3 personnes rentrèrent chez elles à Dayton. D'autres habitants de la région déclarent avoir vu cette même nuit des lumières brillantes et des hélicoptères Chinook. La nuit suivante, les 3 témoins furent victimes de nausées, maux de tête, d'une grande fatigue, ainsi que des sensations de coups de soleil. 3 jours plus tard, Betty Cash, beaucoup plus gravement atteinte, fut admise en urgence à l'hôpital, où les médecins diagnostiqueront une irradiation. Ce fut pour elle le début d'un long parcours médical qui s'achèvera 18 ans plus tard par son décès, pour cause de cancer, maladie qu'elle attribuera à son irradiation massive de décembre 1980. 4. L'observation du pilote Kenju Teroshi.
Le vol 1628 de Japan Airlines était près de l'extrémité de la jambe d'Island to Anchorage en son vol de Paris vers Tokyo, avec une cargaison de vin, quand son équipage a vu et a détecté 3 objets non identifiés. Cette nuit du 17 novembre 1986, l'observation de l'un de ces ovnis a été officiellement confirmée par les radars militaires de la FAA et des États-Unis. Le capitaine Kenju Teroshi, un vétéran ayant volé 29 ans, raconte: « C'était très gros, 1 ou 2 fois plus gros qu'un porte-avions. Il a changé d'altitude et a fait des virages avec la permission de la FAA dans le but d'identifier les objets qui ont continué à le suivre. Il a dit que les objets se déplaçaient rapidement et s'arrêtaient soudainement. En même temps, la lumière du grand objet était si intense qu'elle illuminait l'habitacle de l'avion et Teroshi a déclaré qu'il pouvait sentir la chaleur émettant de cette lumière sur son visage. Il a ajouté qu'il avait observé l'OVNI pendant 6 minutes avant d'informer quiconque au sol. On en déduit que l'observation visuelle a commencé à 18h13. 5. La vague belge d'OVNI. Vous en avez sûrement entendu parler. Le 29 novembre 1989, 2 gendarmes et plus de 100 personnes auraient aperçu dans le ciel de Belgique une énorme masse sombre triangulaire et dotée de 3 grands phares. Commence alors ce que l'on va appeler la vague belge. Pendant 18 mois, des ovnis déferlaient sur la Belgique. Aucune région ne sera épargnée par ces lumières observées par des milliers de témoins. Les témoignages recueillis par les associations ufologiques amateurs n'ont pas fait l'objet d'une enquête approfondie. La force aérienne est en possession de 12 témoignages provenant de la gendarmerie ainsi que de 2 témoignages directs de militaires. En général, les témoins déclarent avoir observé une forme triangulaire aux angles arrondis, un éclairage identique de 3 phares aux extrémités du triangle et un phare rouge au centre, et un déplacement sans ou avec très peu de bruit. Cette vague est considérée par les sceptiques comme une contagion psychosociale. 6. OVNI au-dessus de Montréal. Le 7 novembre 1990, au soir, un objet volant non identifié de très grande dimension fut observé au-dessus de la place Bonaventure à Montréal au Québec par une 40aine de témoins et plusieurs policiers. Des lumières oranges provenant de l'engin formaient un ovale. De son centre s'élevaient des faisceaux de lumière blanche. Plusieurs témoins crurent que l'objet était un dirigeable publicitaire, mais le contrôle aérien des aéroports de Dorval et Mirabel déclara aux policiers ne rien voir sur les écrans radars. L'objet restera quasi stationnaire pendant près de 3 heures avant de disparaître progressivement derrière un épais rideau de nuages. Selon le rapport de la Gendarmerie royale du Canada, l'objet évoluait à une altitude entre 900 mètres et 2250 mètres et son diamètre avoisinait les 450 mètres. Certains témoins affirment avoir vu l'OVNI se diriger très lentement vers l'est de Montréal au-dessus du stade olympique. 7. Atterrissage au Zimbabwe. C'est à Arua, au Zimbabwe, que se trouve l'école de Arial, située à 20 km de la capitale Harare. Comme à l'ordinaire, ce 16 septembre 1994, les enfants jouent dans la cour de l'école tandis que les professeurs profitent de la pause pour tenir un conseil dans une salle de réunion. Le jeu des enfants est interrompu quand une soucoupe volante se pose près de la zone de récréation pour y débarquer d'étranges humanoïdes. Des élèves se précipitèrent dans la salle de réunion pour avertir les adultes. Colin Mackey, le directeur de l'établissement, témoigne de l'absence d'intérêt du corps enseignant. Nous étions en pleine réunion, aucun enseignant n'a aperçu quoi que ce soit, quelques élèves prirent leurs collègues à partie pour leur signaler cette étrange présence, mais nous n'y prêtions aucune attention. J'ai commencé à prendre l'affaire au sérieux quand des parents d'élèves sont venus me voir pour inspecter les lieux de l'incident. Pas moins de 62 élèves âgés de 8 à 12 ans observèrent la soucoupe volante et les 2 extraterrestres, dont les descriptions se recoupent. Ce n'était pas humain, je ne sais pas ce que c'était, mais il avait une grosse tête et 2 gros yeux noirs et portait une combinaison noire, se rappelle une élève. Après enquête, John Mack, professeur de psychiatrie à Harvard, atteste de la sincérité des témoins. Les occupants de l'OVNI auraient adressé une communication télépathique aux élèves. 8. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une apparition dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je vais vous parler des lumières de Phénix. Des lumières diversement décrites furent observées par des milliers de personnes entre 19h30 et 22h30 le 13 mars 1997 dans un espace d'environ 423 km, de la frontière du Nevada en passant par Phoenix jusqu'à la limite de Tucson. Les lumières de Phénix désignent en réalité plusieurs phénomènes distincts observés la même nuit à des endroits différents. Une formation triangulaire de lumière observée en train de passer au-dessus de l'État et une série de lumières stationnaires vues à Phoenix et dans ses environs. Concernant le groupe de lumière observé et filmé au-dessus de Phoenix par certains témoins, je vous mets un lien dans la description, l'explication officielle de l'US Air Force est qu'il s'agissait en réalité de fusées éclairantes de l'armée lâchées par des avions Hadis Warthog. Selon certains militaires, ces lumières n'avaient pas l'apparence habituelle de fusées éclairantes nocturnes, donc cela reste un mystère.
Des phénomènes lumineux semblables se répétèrent le 6 février 2007 et furent filmés par des employés d'une station locale de Fox News. Mais encore une fois, aucune explication. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ce que je pense personnellement, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et je pense aussi que le gouvernement sait des choses mais qu'il ne veut pas nous les dévoiler, car je suppose que cela causerait des mouvements de panique, ce qui est compréhensible. Si je ne vous ai pas parlé de l'affaire de Roswell ou même de la zone 51, c'est parce que j'avais envie de vous parler d'autres phénomènes moins connus. Si je vois que cela vous plaît, je pourrais peut-être vous faire une suite avec d'autres apparitions inexpliquées. Sur ce, j'espère vous revoir très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. C'était Stover. Ciao.